Bonjour, je m'appelle Alain Raffalo, je suis professeur des écoles en Haute-Garonne. Quand j'ai commencé ma carrière en 1990, il y a 32 ans, j'étais instituteur et ma formation avait eu lieu dans ce que l'on appelait alors les écoles normales. J'ai fait partie d'ailleurs de la dernière promotion de l'école normale de Seine-Saint-Denis, 1991-1993. Et donc, sur une période de 30 ans, je peux mesurer, au-delà de mon propre parcours, les évolutions de l'école. Et ce qui est très frappant lorsque je regarde dans le rétroviseur et qui en dit long sur ces évolutions, c'est que l'école, euh, il y a 30 ans, c'était un lieu où les enseignants se parlaient, s'entraidaient, menaient des projets en commun. La notion d'équipe avait un sens et elle était reconnue par l'institution. L'école, c'était un collectif avec un directeur ou une directrice, lui-même enseignant, enseignante, qui était au cœur de ce collectif, mais jamais en tant que chef. Et ce que nous appelions la hiérarchie, nos inspecteurs étaient très éloignés de nos préoccupations. La hiérarchie nous faisait globalement confiance. Donc c'était l'époque où Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale, où la loi d'orientation sur l'éducation qui avait été adoptée en 1989 mettait l'élève au centre du système éducatif. C'était donc une certaine vision de l'école où l'élève n'était pas envisagé comme un vase à remplir et où les enseignants n'étaient pas considérés comme de simples exécutants et où la question de la pédagogie était centrale dans la démarche des enseignants pour faire réussir les élèves. Et je crois pouvoir dire que la première rupture avec cette époque où l'on faisait confiance aux enseignants, où ils étaient considérés, où ils étaient aidés, elle est intervenue en 2005 avec le ministre de Robien, qui a voulu imposer aux enseignants de CP une méthode unique de lecture. Et ensuite, à partir de 2007, avec le ministère d'Arcos, puis Châtel, qui ont amorcé un premier virage libéral autoritaire de l'école. Et donc, 2007-2008, c'est donc à l'époque de Nicolas Sarkozy, la politique de dégraissage dans l'éducation nationale avec la suppression de plusieurs dizaines de milliers de postes d'enseignants. Et cette politique de démantèlement des moyens dévolus à l'école publique s'inscrivait alors dans ce qu'on appelait la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui visait à réduire drastiquement les dépenses de l'État et donc organiser le désengagement de l'État dans les services publics. Avec un leitmotiv qui revenait sans cesse, rénover le système éducatif, le moderniser, c'est-à-dire au final le sortir progressivement de l'emprise de l'État pour à terme le privatiser. Et donc à cette époque, on expérimente des jardins d'éveil en concurrence de l'école maternelle. On supprime les instituts universitaires de formation des maîtres, les IUFM, et on met en place la masterisation sans formation pédagogique. On a la volonté de regrouper les écoles dans des établissements de grande taille avec un supérieur hiérarchique. On veut piloter, mettre en place le pilotage des écoles avec des contrats d'objectifs chiffrés. On met en place de façon autoritaire des dispositifs pédagogiques contraignants, comme l'aide personnalisée, comme les évaluations nationales, et on supprime les moyens, notamment plusieurs milliers de postes du RASED, donc le réseau d'aide aux élèves en difficulté. Et donc, nous entrions progressivement dans une école davantage tournée vers la compétition, vers une culture de la performance et du résultat. Et l'école, donc, commençait à subir le rouleau compresseur libéral. Ce n'est plus la pédagogie qui est considérée comme l'outil indispensable pour la réussite des élèves, c'est désormais l'évaluation chiffrée qui va être l'étalon permettant de mesurer le progrès des élèves et donc, à terme, le mérite des enseignants.
c'est pour cela que, en novembre 2008, quand nous avons commencé à visualiser la nouvelle école qui se dessinait, il s'est produit quelque chose d'inattendu qui marquera l'histoire de l'éducation nationale. Des professeurs des écoles entrent en résistance. Ils le font savoir à leur hiérarchie. Quand je dis résistance, je précise, ils écrivent à leurs inspecteurs en conscience, je refuse d'obéir. C'était une démarche de désobéissance ouverte, assumée sur le terrain pédagogique. Il n'était plus possible d'envisager, de cautionner, d'être complice par notre silence ou par notre acceptation tacite de dispositifs qui reniaient l'idéal de nos missions d'enseignants. Et donc, comme nous ne voulions pas être complices de cette déconstruction de l'école publique, eh bien, nous sommes entrés en désobéissance ouverte, quelques-uns au départ, puis rapidement plusieurs dizaines, des centaines, et puis finalement plusieurs milliers de lettres individuelles ou collectives adressées à nos inspecteurs, à notre hiérarchie, des lettres argumentées, motivées, qui disaient une seule chose: nous refusons d'obéir, nous refusons de participer à cette mascarade, nous refusons d'être complices d'une école de la compétition et du chacun pour soi. Et donc, plusieurs milliers d'enseignants désobéisseurs avec, il faut le souligner, une énorme solidarité venant des parents d'élèves, des enseignants, des citoyens, pour soutenir ceux que l'administration avait décidé de sanctionner, de punir pour ce défi insupportable. Ce mouvement a duré plus de 4 ans. Nous arrivons à 2012, c'est l'alternance avec un gouvernement qui veut entreprendre la refondation de l'école. À ce moment-là, nous avons eu gain de cause sur un certain nombre de points, la disparition des évaluations nationales, le remodelage du dispositif que nous contestions d'être personnalisé à un dispositif beaucoup plus ouvert, moins stigmatisant, appelé les activités pédagogiques complémentaires, et également davantage de moyens pour les RASED. Malheureusement, cette refondation, beaucoup l'ont souligné, a été manquée. Cette refondation de l'école a manqué son but. Bon, d'une part, les désobéisseurs que nous étions n'avons pas été réintégrés dans nos droits, hein, les sanctions n'ont pas été levées, alors que nous avions contribué à la défense de l'école publique. Il n'y a eu aucune reconnaissance pour cette lutte que nous avions menée, avec certains risques. D'autre part, la réforme des rythmes scolaires qu'avait voulu Vincent Peillon a contribué, par les incompréhensions qu'elle a suscitées, à plomber la refondation de l'école et a surtout plombé la démocratisation du système éducatif. L'arrivée de Macron au pouvoir en 2017, avec la nomination de Jean-Pierre Blanquer, va donner un coup d'accélérateur à la transformation libérale de l'école, qui aboutit aujourd'hui dans de nouvelles mesures dont je parlerai tout à l'heure, et qui va contribuer à terme à déshumaniser, qui contribue déjà à déshumaniser l'école publique. Donc, lorsque Blanquer arrive au ministère en 2017, il faut dire que Blanquer était déjà à la manœuvre, hein, au temps de Darcos et Châtel, hein, puisqu'il était directeur de la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, qu'il impulsait un certain nombre déjà d'idées et de politiques libérales. Il prend donc, Blanquer, 3 décisions assez rapidement à son arrivée au ministère, qui vont lui permettre de baliser le terrain et d'avancer vers la transformation libérale de l'école. La première décision qu'il prend, c'est la mise en place d'un conseil scientifique sur mesure, le Conseil scientifique pour l'éducation nationale, afin de privilégier les ressources des sciences cognitives et des neurosciences, et limiter corrélativement, pour limiter les apports des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de l'éducation. Et donc, le but de ce conseil, à la botte du ministère, c'est de légitimer scientifiquement
ces décisions politiques à venir. Le conseil est d'ailleurs présidé par Stanislas Dehaene, un des spécialistes des neurosciences. Donc, on est déjà dans une vision mécanique de l'élève qui devra être évaluée régulièrement grâce à des tests eux-mêmes mécanicistes. Dans son esprit, ce conseil doit permettre donc de dépasser les clivages qui, selon ces termes, ont pu parfois paralyser l'école. Dit autrement, il est là, donc, ce conseil, pour imposer des recommandations et des prescriptions qui ne doivent plus souffrir de contestation, puisque c'est la science qui le dit. Les sciences de l'éducation, donc, tout comme la recherche en didactique, sont mises au placard au nom de l'efficacité des méthodes validées par ce pseudo-conseil. Les enseignants n'auront désormais d'autre choix que de les appliquer sans discernement et sans discussion. La deuxième décision qu'il prend, c'est de remplacer le CNESCO, le Centre national d'études du système scolaire, par le Conseil d'évaluation de l'école. Le CNESCO, ça avait été créé par Vincent Peillon. C'était une institution indépendante qui préparait, mettait en œuvre des évaluations du système éducatif. Ce CNESCO avait pour originalité de proposer des évaluations rigoureuses, construites grâce à des rencontres entre chercheurs, acteurs de terrain, dans le cadre de conférences de consensus. Donc, c'était à la fois une méthode scientifique et participative dont le travail était reconnu, respecté, et son indépendance permettait d'émettre des avis critiques sur la politique et les orientations ministérielles, ce que précisément Jean-Michel Blanquer ne supporte pas. Et donc, dans le cadre de la loi dite de confiance pour l'école, en 2019, Blanquer crée le Conseil d'évaluation de l'école dans une toute autre logique que celle du CNESCO. L'ensemble des membres sont des membres proches du ministère, que ce soit des scientifiques, que ce soit des parlementaires. Et donc, de fait, ce conseil n'a plus véritablement d'indépendance. L'évaluation de la politique éducative est faite par ceux-là même qui la conçoivent. Et donc, plus de transparence, plus d'objectivité. Le ministre contrôle tout, du début jusqu'à la fin du processus, afin de pouvoir obtenir les résultats qu'il a lui-même commandés pour justifier sa politique. Troisième décision qu'il prend, c'est qu'il remplace les SP, les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, par les INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Donc, il reformate toute la formation initiale des enseignants de la maternelle au lycée. Et l'objectif, c'est pour le ministère d'avoir beaucoup d'impact, plus d'impact sur ce qui se passe dans les INSPE, en pesant davantage sur le contenu des formations dispensées. Donc, les instituts sont créés en quelque sorte, les nouveaux instituts de formation sont mis en place pour appliquer l'idéologie scientiste voulue par le ministre Blanquer. Et donc, cette formation consacre la primauté de l'instruction sur l'éducation, la primauté des apprentissages mécanistes au détriment de la pédagogie et de la didactique. Et donc, on met de côté tout ce qui est de l'ordre du climat scolaire pour favoriser les apprentissages. On met de côté tout ce qui concerne la gestion d'un groupe de classe. Les INSPE complètent quelque part un dispositif diabolique voulu par un ministre idéologue et très peu pédagogue, il faut bien le dire. Donc, il s'agit de former des enseignants bien formatés, dociles, qui obéissent et exécutent, c'est-à-dire finalement qui soient le contraire de ce qui fait l'honneur de ce métier. Et donc, ces décisions vont permettre à Blanquer d'insuffler, dans un deuxième temps, de nouvelles pratiques managériales à l'école. C'est ainsi que nous voyons revenir les évaluations nationales imposées à tous les enseignants de CP, de CE1 et au collège aussi, à l'entrée en 6e,
des évaluations centrées sur le français et les mathématiques. Alors, la nouveauté, c'est que les enseignants sont encore davantage dépossédés de leurs propres outils de travail. L'enseignant ne corrige plus les évaluations avec des codes binaires, mais il renseigne un logiciel avec les réponses des élèves. La correction est ensuite automatisée, selon le terme employé par le ministère, et l'enseignant reçoit quelques semaines plus tard les résultats, l'analyse des résultats et surtout les orientations et les consignes à mettre en œuvre pour chaque élève afin, paraît-il, de remédier à ces difficultés. Ainsi, dans l'esprit du ministre, l'enseignant n'a plus besoin de réfléchir, n'a plus besoin de concevoir, n'a plus besoin de penser sa pédagogie, une application fait tout ce travail pour lui. Et bien sûr, le ministère en rajoute en communiquant en direction des usagers, c'est-à-dire des parents, en valorisant ce procédé et en mettant en avant l'idée d'une personnalisation des apprentissages qui ne peut, bien entendu, qu'être bienfaitrice pour chaque enfant, même si chacun peut comprendre qu'il est impossible de personnaliser les apprentissages dans des classes à plus de 25 élèves. Et donc, dans ce système, les parents d'élèves sont informés des résultats et des actions de soutien, de remédiation mises en œuvre par l'enseignant, enseignant qui est dirigé depuis la rue de Grenelle et contrôlé de fait par les parents d'élèves. Et donc, voilà, on met en place au forceps ce type d'évaluation en ignorant au passage tous les dégâts collatéraux que peut produire une telle entreprise d'asservissement des esprits, avec un sentiment de désappropriation du métier, du mépris pour le travail des professeurs des écoles, la dévalorisation de leur expertise, et donc beaucoup de désarroi, d'injustice, de souffrance face à cette école de la compétition qui se met en place. Et l'humain, donc, est évacué dans les calculs du ministère. Donc, on peut dire que Blanquer tient sa revanche idéologique, vu qu'il avait pu voir donc, cette résistance dont j'ai parlé tout à l'heure, cette résistance pédagogique de nombreux professeurs des écoles. Aujourd'hui, il veut caporaliser les enseignants du primaire en les soumettant sans condition à des pratiques qui sont contraires à l'éthique de leur métier. Il ne s'agit pas de remettre en question, bien sûr, l'évaluation, qui est toujours nécessaire et utile, mais les enseignants sont capables de concevoir leurs propres évaluations en lien avec leurs propres pratiques de classe, en lien avec les besoins des élèves. Et donc, voilà, l'évaluation devient un outil de contrôle superficiel, déconnecté de la classe, qui aura par la suite des conséquences néfastes au final sur la réussite des élèves et le travail des enseignants, puisque nous entrons dans une logique de bachotage, hein, c'est le modèle anglais, il s'agit de tout faire pour que les élèves réussissent des tests formatés, des tests réducteurs, des tests basés sur les neurosciences. Et donc, c'est toute notre travail pédagogique, tout le sens que l'on donne aux apprentissages qui est remis en cause, puisque derrière ces évaluations, et on parlera tout à l'heure, il y a cette idée de publier les résultats des évaluations, de mettre en concurrence les classes, les écoles, les unes contre les autres, de faire en sorte que les parents puissent à terme choisir leur école en fonction de ces résultats et de payer ensuite au mérite, entre guillemets, les enseignants. Donc, on rentre dans une toute autre logique, la logique de la libéralisation de l'école. Donc, en même temps qu'il impose ces évaluations nationales qui font leur grand retour donc, en 2018, il y a aussi une contre-offensive idéologique hein, pour dénigrer tout ce qui tourne autour de la pédagogie. Hein, on parle de pédagogisme même. Hein, cette critique est renforcée. Les pédagogues, en quelque sorte, sont accusés de tous les maux de l'école.
alors que les pédagogues ont l'humilité de reconnaître qu'ils n'ont pas la science infuse, hein, ils ont l'humilité de considérer qu'il n'y a pas de dogme en pédagogie, si ce n'est celui de chercher son propre chemin, de créer ses propres outils, de s'adapter en permanence, de privilégier une relation non pas autoritaire mais constructive avec les élèves, de mettre en place des situations de coopération et d'entraide, autant de valeurs et de pratiques qui sont aujourd'hui dénigrées et remises en cause par ce nouveau scientisme. Et donc, comme nous, les professeurs des écoles, il y a une chose à laquelle on tient comme la prunelle de nos yeux, comme un totem, c'est notre liberté pédagogique. Cette liberté pédagogique, elle est de plus en plus remise en cause. Depuis que Blanquer est arrivé, on assiste à une multiplication des notes prescriptives qui paraissent au bulletin officiel hein, sur les différentes matières que nous enseignons. On assiste à un retour d'une conception mécaniste des apprentissages. Des petits livres aux couleurs changeantes sont envoyés dans les écoles pour être appliqués dès la semaine suivante. Donc voilà, il y a toute une remise en cause de la liberté pédagogique. Il faut suivre les prescriptions nationales qui sont de plus en plus directrices. Et donc, en même temps, c'est aussi la formation continue des enseignants qui est remodelée. On met en place des plans français, des plans mathématiques, en mettant... en fait, c'est un modèle qui nous vient des pays asiatiques. C'est le modèle de formation en constellation, puisque on réunit 6 à 8 professeurs des écoles pour qu'ils conçoivent des séquences d'apprentissage. On accueille dans nos classes des enseignants qui ont participé à l'élaboration des séquences pour qu'ils puissent visualiser comment cela se passe dans la classe. Les séances sont filmées. Il y a ensuite un débriefing. Et puis, voilà, sous le regard insistant d'un conseiller pédagogique, le fait que notre travail soit soumis au regard de plusieurs personnes, pas forcément désirées dans la classe, c'est une contrainte supplémentaire qui est en rupture avec l'idée d'une classe sanctuaire. Ça ne veut pas dire que le travail en équipe ne doit pas exister, bien entendu, mais à condition qu'il vienne des besoins, qu'il soit ancré dans les besoins émis par les équipes enseignantes. Là, non, je crois qu'il y a une volonté véritablement de fliquer pédagogiquement les enseignants et de leur inculquer les fameuses bonnes méthodes, qui sont beaucoup des méthodes d'autrefois d'ailleurs. Donc, je crois qu'on attend autre chose d'une formation digne de ce nom. Les enseignants sont capables d'évaluer quels sont leurs véritables besoins en termes de formation, mais jamais ils n'ont droit à la parole. Nous sommes toujours dans un processus où tout vient d'en haut, y compris les pratiques pédagogiques qui sont du ressort de notre liberté pédagogique. Mais aujourd'hui, voilà, les enseignants doivent être des exécutants et non plus des concepteurs. Et donc, pour s'assurer que les enseignants vont bien obéir, hein, vont bien être dociles, eh bien, une loi a été adoptée cette année, en 2021, la loi RIAC, qui se mettra en place à la rentrée de septembre et qui donne un statut au directeur d'école, puisque le directeur qui est aujourd'hui un collègue, hein, en quelque sorte, hein, il n'y a pas ce n'est pas un supérieur hiérarchique, hein, eh bien cette loi va donner au directeur une autorité fonctionnelle avec une délégation de compétences de l'inspecteur. Il sera donc un relais direct de l'inspection académique.
L'école, c'est une exception peut-être en Europe même. Je crois que a toujours été organisée sous le principe de la collégialité. Jamais les directeurs n'ont exercé d'autorité hiérarchique sur leurs collègues. Et c'est Jules Ferry lui-même qui avait voulu cette collégialité, cette coopération entre les enseignants. Personne avant Blanquer n'avait osé toucher à ce pilier de l'école républicaine. Et donc, traumatisé certainement par la désobéissance ouverte des professeurs des écoles en 2008 jusqu'à 2012, je crois qu'il veut s'assurer que au sein de l'école, il y aura un supérieur qui pourra vérifier de visu si les directives sont bien appliquées. Et dans le même temps que cette loi RIAC est adoptée, on met de côté tous les besoins réels des directeurs qui ne sont pas pris en compte. Les directeurs ont besoin d'une aide administrative, ils ont besoin de moyens humains, de moyens matériels. Et donc, on va accentuer encore la charge de travail des directeurs à travers donc ce nouveau statut qui leur est octroyé. Donc, davantage de pression hiérarchique qui va les attendre afin de manager l'équipe enseignante et sans doute de mettre au pas les réfractaires. Et puis, parallèlement à la loi RIAC et après l'assassinat de Samuel Paty, un Grenelle de l'éducation s'est organisé avec le ministère. Bon, ce Grenelle, il a en quelque sorte réuni des personnes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le monde enseignant. Les enseignants étaient absents, les syndicats étaient absents, et on a vu apparaître des propositions qui allaient dans le sens d'une plus grande libéralisation de l'école. Et d'ailleurs, à Marseille, au mois de septembre 2021, lorsque le président de la République est allé parler école et éducation, avec une expérimentation sur 50 écoles, eh bien, il a annoncé que les directeurs pourraient recruter les professeurs des écoles sur profil. Et donc, c'est cette expérimentation que aujourd'hui le candidat Blanquer veut généraliser. C'est la fin, il faut bien le dire, c'est la fin de l'école républicaine qui a subi depuis beaucoup d'années, depuis tant d'années, des coups de boutoir qui l'ont ébranlé dans ses fondements. Si Macron est réélu, eh bien, les derniers verrous qui subsistaient vont sauter. On aura donc un supérieur hiérarchique dans les écoles. Les évaluations vont s'imposer dans toutes les classes. La publication des résultats de ces évaluations permettra aux parents d'élèves de faire des comparaisons, de choisir éventuellement leur école en fonction des résultats. Je crois on va imposer des politiques et des méthodes managériales issues de l'entreprise. C'est la porte ouverte à une déshumanisation totale du service public de l'éducation, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment d'enseignants en souffrance, comme s'il n'y avait pas suffisamment de suicides d'enseignants. Donc les mesures qui sont mises en place depuis des années et qui risquent de s'accentuer vont à l'encontre des intérêts de l'école publique, à l'encontre des intérêts des enseignants et des élèves. Voilà, donc nous en sommes là. Je crois que nous n'aurons pas d'autre choix dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'organiser une riposte d'une ampleur considérable pour résister à ces logiques et ces pratiques libérales autoritaires qui vont nous mener dans le mur. Et l'enjeu demeure, au-delà de cette résistance, pour faire échec à ces mesures libérales qui vont casser l'école publique. L'enjeu demeure de concevoir
d'imaginer une école plus démocratique avec une gouvernance plus démocratique. Je crois que c'est véritablement un enjeu très important. Il y a un niveau de défiance aujourd'hui des enseignants vis-à-vis de leur hiérarchie, vis-à-vis du ministère qui ne s'est jamais vu. Donc je crois qu'il n'y aura pas de changement, de véritable changement, de transformation de l'école, de réforme profonde sans qu'il y ait une transformation des méthodes de gouvernance de cette administration, de cette institution. Il est temps de sortir de la verticalité omniprésente avec des injonctions souvent contradictoires, ces pressions multiples, ces contrôles infantilisants qui engendrent soit la soumission, le plus souvent, soit la révolte parfois, donc des attitudes qui ne peuvent véritablement servir de normes dans notre métier. Et donc, il est temps d'enrayer cette machine à fabriquer de l'obéissance, de la docilité. Il faut introduire de l'horizontalité, de l'autonomie, de la coopération, de la confiance dans les équipes pédagogiques, tout en gardant un cap national. Voilà, je crois que voilà ce que je voulais dire à l'occasion de cette invitation pour ce débat autour d'une école plus démocratique. Et je remercie donc les amis du monde diplomatique et tous les partenaires pour m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Merci Alain, merci Martine pour ces deux interventions riches en informations et en détails qui relèvent du vécu très clairement. Je propose que si dans la salle il y a quelques questions à poser, on les pose tout de suite, et je propose pour les personnes qui sont en distanciel là, d'envoyer des questions par le chat, ce sera plus simple, donc je récupérerai les questions. Et pour le moment, si quelqu'un veut intervenir, une intervention? Toujours difficile de commencer. Bon, alors je vais prendre sur le chat. Je vais vous le dire. Alors, il me semble que toute cette évolution des politiques ministérielles de l'éducation vers l'éclatement de l'école républicaine, de ses méthodes humanistes et de ses missions progressistes, le tout au nom d'une conception managériale et libérale, a des racines plus anciennes et plus profondes. J'ai commencé à enseigner en 1973, à une époque où l'influence de mai 68 avait relancé une volonté de fonder une transformation de la société à partir de l'école et de créer des esprits libres. Il y avait bien sûr une part d'illusion dans cet espoir, mais cela a toujours fait historiquement partie des idées de rénovation sociale. Le tournant que j'ai observé pour ma part dans les années 82-83 repose à mon avis sur la crise économique et sociale croissante et la montée rapide du chômage qui a démotivé les élèves, qui les poussant déjà à revenir au bachotage traditionnel. Ce qui se passe dans les années 2000, et a fortiori avec Macron depuis 5 ans, n'est à mon sens que l'accentuation de cette tendance et la mise au pas. Voilà, c'est un commentaire plus qu'une question. Si vous voulez réagir sur ce commentaire, peut-être, en attendant que des questions se profilent. Oui, je vois. Oui, effectivement, on partage le même constat, hein, tous les intervenants. Hein. Donc ça, c'est une chose importante que d'avoir un avis en commun. Pour répondre déjà par rapport à l'intervention d'Alain, oui, moi je suis d'accord sur le fait que c'est le ministère d'Arcos qui a été particulièrement contre-performant hein, pour les évolutions dans l'enseignement, quels que soient les secteurs. Hein. Et moi, je citerai l'exemple du français, puisque Darcos était un ancien inspecteur général de lettres classiques, hein, français, latin, grec. Je n'ai rien contre le latin et le grec, ça fait partie de notre patrimoine. Et dans la réforme des collèges, j'étais de ceux qui étaient pour maintenir l'enseignement du latin et du grec. Hein, voilà. Et alors lui, il avait une conception relativement, bien sûr, rétrograde et réactionnaire du français, hein, puisque c'était une de ses 3 valences. Il y a l'Académie française actuellement, Darcos. Hein. Et donc, il est de ceux qui ont combattu ce qu'on appelait la grammaire du discours dans la didactique du français. Donc, en collège-lycée, il y avait tout un travail des associations qui permettait justement de faire évoluer l'enseignement de la grammaire vers une conception plus communicationnelle,
et donc une ouverture de cette discipline fondamentale qu'est le français vers le monde, et donc vers les phénomènes de médiatisation. Et donc, c'est sous Darcos que la grammaire du discours a été quasiment enterrée des programmes, et je dirais dans une espèce d'incognito totale. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un manque à gagner en termes de débat des idées. C'est-à-dire comme par exemple la corporation des lettres très féminisée, on n'a pas réussi à vraiment conserver un pôle de résistance. C'est pour ça qu'il faut vraiment saluer la résistance des enseignants de l'école et du primaire, hein, parce que dans notre corporation, ça a été impossible. Hein. Alors on n'avait pas les outils institutionnels suffisants. Je pense aux mathématiques. Hein, et là encore, c'est une discipline que j'admire profondément. Mais depuis mai 68, on sait qu'il existe ce qu'on appelle les IREM, hein, les instituts de recherche et d'éducation en mathématiques, d'instruction en mathématiques, qui ont permis à cette matière d'avoir le degré de performance qu'elle a très légitimement. Moi, j'ai une grande admiration pour cet acquis de la corporation. Et donc, pour vous dire, en français, qui est un petit peu quand même vraiment la discipline complémentaire, hein, on ne va pas nier ce fait, on n'a jamais eu l'appui institutionnel qui nous aurait permis de faire aboutir donc des réformes associatives. Donc, j'ai parlé de la grammaire du discours, il y avait aussi la littérature francophone, et je pense que c'est sous Darcos aussi que ça a été enterré. Donc, c'est désormais, si vous voulez, une discipline qui est complètement paupérisée et qui reste dans des acquis patrimoniaux tout à fait réactionnaires, mais qui sont dans l'air du temps avec ce qu'on connaît du discours nationaliste ambiant. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce monsieur, mais enfin, je suis d'accord avec son constat. Oui, il y a une autre question là, qui est arrivée sur l'école inclusive, entre guillemets d'ailleurs. L'école inclusive n'a-t-elle pas consisté surtout à démanteler les institutions spécialisées et doter des moyens de formation adéquats? Je vous laisse répondre. Pour les handicapés, alors. Pour les élèves handicapés. Oui. Ben, la loi de 2005 donc, favorise effectivement l'entrée, la présence des élèves dits handicapés. Ce qu'il faut regretter, c'est l'absence de moyens pour véritablement permettre d'accueillir de façon digne, efficiente ces élèves-là. De plus, les professeurs des écoles n'ont pas de formation spécifique particulière par rapport à ce public particulier. Après, on a tous eu dans notre carrière effectivement une ou plusieurs classes comprenant des élèves dits handicapés. Voilà, on trouve des réponses au jour le jour. On s'informe. La famille joue un rôle très important dans la communication avec l'enseignant. En tout cas, moi, c'est mon vécu. Et c'est souvent avec la famille qu'on trouve les meilleures réponses. Par contre, du côté de l'institution, personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir été beaucoup soutenu face à ce type de profil d'élèves. D'autres questions dans la salle? Oui. Alors, les AVS auxiliaires de vie scolaire, on dit AESH maintenant. C'est une autre, notre appellation, mais ce sont les mêmes personnes. Là aussi, hein, de ce que je vois dans notre école, c'est que d'abord, elles sont insuffisamment présentes. Enfin, il en manque beaucoup. Il manque beaucoup d'AVS par rapport au nombre d'élèves qui devraient bénéficier des AVS, des AESH. Souvent, le quota d'heures qui est défini avec la MDPH n'est pas respecté par l'école parce que justement, il y a un déficit aujourd'hui d'AESH qui est assez phénoménal dans les écoles. En plus, c'est un personnel qui est très très mal payé, mal formé, mal payé. Donc là aussi, hein, entre les discours, les annonces, les affiches et la réalité, il y a un pas, mais elles font un travail, elles et ils font un travail
absolument formidable, enfin, qui est devenu indispensable. En même temps, on se dit, voilà, il y a de plus en plus d'élèves aussi en difficulté, repérés, et qui nécessitent d'avoir ce type d'aide et de soutien. Et en même temps, on ne peut pas multiplier le nombre d'AESH dans les classes non plus, donc ça devient quand même ça devient très compliqué. Mais il faut un travail formidable, indéniable. Les raisons intérieures des oubliés, comme vous venez de faire, c'est Je lirai le texte de Fabienne. Sur les lobbies commerciaux, alors bon, j'ai parlé il y a les éditeurs scolaires hein, qui sont quand même très très présents dans les écoles, quand même, quelque part. Hein, enfin, je veux dire, pour les éditeurs, tout ce qui est livres, manuels scolaires, c'est une manne inépuisable. Donc, il y a aussi des tendances à travers ces manuels, influencer aussi un petit peu peut-être certaines pratiques. On sait que le ministère, depuis très longtemps, rêve aussi d'un manuel unique qui serait imposé à tous les enseignants. On en a déjà entendu parler. Alors après, excusez-moi, j'ai oublié ce que vous avez voulu dire exactement sur le côté sanitaire. Par rapport à la... Vous avez pas désobéi ça à ce moment, vous n'avez pas désobéi par rapport à ces 2 années qu'on a passées, où on a maltraité, je dis carrément, on a maltraité les enfants, dans la situation Oui, alors là-dessus, il n'y avait pas forcément un consensus hein, sur la façon de... Bon, c'est vrai que le masque a été imposé aussi aux élèves, aux enseignants, et puis après aux élèves à certaines périodes. Bon, moi, ce que j'ai vu, bon, ça se passait pas trop mal pour les élèves. Bon, on en parlait hein, régulièrement. C'est vrai que c'était une gêne, mais ils s'y sont habitués. C'était plus en termes de communication que ça posait quand même et d'enseignement que c'était quand même un peu compliqué avec les enfants un peu plus petits. Voilà, après, c'est vrai qu'on a accepté ces règles-là. On n'a pas cherché, c'était déjà assez compliqué. Il n'y avait pas. Enfin, je veux dire que c'était assez difficile de se dire qu'on n'allait pas respecter ces consignes-là. Enfin, personne n'aurait vraiment compris, je pense, à ce moment-là que des enseignants soit ne portent pas le masque, soit disent aux élèves de ne pas porter le masque. Enfin bon, ça aurait été quand même un peu compliqué. Bon, on a survécu, mais vous avez raison de souligner que le confinement plus cette période longue de port de masque a considérablement, certainement, enfin, a fait beaucoup de mal à certains plus fragiles. Et je crois que dans les années suivantes, on va s'en rendre encore davantage compte. On le voit déjà hein, au niveau de l'école. Le confinement lui-même a eu des répercussions dans l'année qui a suivi le confinement, l'année scolaire. On a vu quand même les dégâts, notamment au niveau des plus petits. Et donc, ça va se répercuter d'année en année. Ça, c'est évident. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je pourrais peut-être faire lire. Oui, il y en a d'autres. D'accord. Oui, si tu veux. Bon, vas-y. Oui, j'ai une question là sur le chat. Quel a été le poids des professeurs de français pendant la réforme du bac Blanquer? Le retour en arrière sur le plan de la liberté pédagogique avec des textes choisis par le ministre pour l'épreuve de discipline de français à la place du choix par le professeur, parfois en concertation avec les élèves, ne mérite-t-il pas un engagement du corps enseignant pour ne pas voir cette liberté effacée? Oui, tout à fait.
Bon, alors j'avoue que j'étais plus en exercice à ce moment-là, où il y a eu effectivement la réforme du bac et il y a eu effectivement une confrontation assez musclée avec les enseignants. Et il faut saluer le courage quand même, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas eu de désobéissance, comme vous disiez, par rapport à la crise pandémique. Mais au moment de la réforme du bac, les profs de français en particulier, mais je crois que les autres aussi, des autres disciplines, sont intervenus en faisant grève, en faisant des piquets de grève devant les établissements pour que cette forme-là du bac ne passe pas. Et donc, ça a donné lieu à des sanctions et il faut espérer, je pense, que les syndicats ont suivi les collègues pour qu'ils ne subissent pas quand même au niveau de leur carrière trop de déficits. Voilà. Alors effectivement, la liberté pédagogique en français, comme dans toutes les disciplines, ça me semble fondamental. Et donc c'est vrai que dans le cadre, bon, il faut quand même avoir des conseils de lecture par rapport à la question des siècles, donc de l'histoire littéraire, mais aussi quand même du spectre littéraire, qui inclurait, à mon avis, la littérature ultramarine et francophone. Il faut pouvoir octroyer aux enseignants la liberté de choisir les textes qui leur semblent les plus appropriés pour leur public. Voilà. Il y a sans doute un compromis à faire entre un choix autoritaire par l'institution et puis aussi une liberté sur le terrain qui n'a pas forcément toujours tous les moyens de ses choix. Là encore, un juste milieu serait bienvenu. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai pas. Voilà. Alors, je peux profiter de l'occasion pour parler de deux interventions. Donc, d'une de Fabienne Guédy, qui doit être actuellement nous écouter, et qui est journaliste indépendante et actuellement intervenante en France dans des structures éducatives depuis 2017. Donc, elle donne son témoignage concernant l'éducation aux médias scolaires, aux médias, et dans le cadre du Clémy. Je ne rappelle plus ce que veut dire le Clémy, mais vous savez que tous les ans, il y a ce qu'on appelle la semaine de la presse, que moi j'ai toujours mis en œuvre avec les élèves, et ça fait partie, je dirais, des démarches les plus sympathiques de ce qu'on peut vivre à l'école. Cette ouverture vers les médias, ça intéresse beaucoup les publics, c'est vraiment très vivant, et voilà, et ça amène bien sûr les publics à la lecture, puisque c'est souvent les journaux dont il est question, et les revues. Et donc là, c'est un témoignage plus négatif que donne Fabienne Guédy, donc, qui est intéressée par notre présentation et notre conférence, parce qu'elle fait le même constat à propos donc, du système éducatif et du manque de démocratie qu'elle qualifie de désastre, carrément, désastre. Voilà. Alors, ce constat est alimenté par des situations vécues directement dans mon domaine, l'éducation aux médias, particulièrement lorsque je me fais virer d'un lycée, carrément viré, c'est triste, pour avoir évoqué les manipulations exercées par l'extrême droite, et ça s'est passé en mai 2021. Lorsque ça m'est arrivé, j'ai alerté le ministère, le rectorat, la défenseur des droits et la presse régionale. C'est bien, c'est une personne organisée, il faut l'être, il ne faut pas rester seul, isolé. Les instances de service public m'ont toutes répondu en substance, merci, on s'en occupe. Quant aux journalistes, ils ont enquêté. Résultat, ce sont les articles publiés dans la presse qui semblent avoir le plus dérangé les institutions. C'est ce que m'ont dit le rectorat et le directeur de l'établissement rencontré pour qu'ils s'expliquent en septembre de la même année. Pour le reste, j'ai eu droit à des explications incohérentes de la part du directeur. C'est l'expression avérée d'une méconnaissance totale de l'éducation aux médias de la part du rectorat et quelques mots d'intention louable de la part du ministère qui est passé maître dans les lettres d'intention. C'est vrai, c'est la novlangue. Alors là, pour les valeurs, ils savent faire. Mais alors, pour contrevenir à ces valeurs, ils savent aussi, ils sont extrêmement performants également. Voilà, donc ça, c'était le premier témoignage. Et donc, le deuxième, oui. Alors, une question. Oui. Non, je vais juste rajouter quelque chose. Oui, Fabienne Guédy, qui est en ligne, précise que le Clémy est un centre documentaire dédié aux médias qui dépend de l'Éducation nationale. Et je peux dire en particulier que les amis du monde diplomatique ont essayé quelquefois, mais dans la mesure de leurs moyens, parce que c'est énorme, on n'est pas quand même une association aussi grande que l'Éducation nationale, ça le faut, d'intervenir dans des établissements scolaires. On l'a fait à plusieurs reprises dans des établissements toulousains, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. Et donc, c'est aussi une façon d'intervenir dans ce cadre-là. Alors, oui, j'ai des gens qui sont... Je lis quand même le commentaire. Je dois vous quitter, j'arrive à la retraite. Je suis heureuse pour moi. Par contre, je plains beaucoup de jeunes enseignants
Une de mes filles est professeure des écoles. Tout ce qui a été dit, je l'ai vécu lors de ma carrière de 38 ans. J'ai toujours regretté qu'à chaque évolution négative, la population enseignante ne soit pas plus mobilisée. Merci beaucoup pour ce débat. C'est encourageant, mais le constat est triste et partagé. Hein. Bon, il y a aussi une question de mentalité interne. Bon, on se le dit entre nous, ça n'est pas une critique de la corporation, mais moi, je salue le fait qu'en primaire, vraiment, vous ayez encore cet esprit d'équipe. C'est quelque chose de formidable. Hein. Vraiment, c'est ce qui donne cette chaleur, quand même, le fait de pouvoir enseigner dans des conditions humaines correctes. Hein. Mais il faut reconnaître que bon, le collège, c'est encore en état intermédiaire. Hein. Je pense que c'est lié à la question des publics aussi, de l'âge. Hein. Mais en lycée, université, bon, il faut reconnaître quand même que les mentalités ne sont pas suffisantes. Hein. L'individualisme enseignant est quand même un problème et qui est d'autant plus grave que maintenant, on se retrouve face à une centralisation des pouvoirs. Alors, on a finalement d'un côté une centralisation bonapartiste, comme tout le monde le sait, hein, et de l'autre côté un isolement, un émiettement professionnel, et qui aussi est assez caractéristique de la société française. Hein, et ça n'est pas uniquement la corporation enseignante. Hein. Donc, il y a véritablement un manque à gagner. La personne qui a parlé, moi, je trouve qu'elle a parfaitement raison. Ce qui se passe même dans les salles des profs actuellement n'est pas correct. Hein. Et à partir, je parlais des stagiaires. Bon, je pense que c'est des êtres un peu fantomatiques que finalement chacun laissé voilà, de côté. Quoi. Il faut voir les choses en face. Hein. Donc, ce sont des situations qui ne peuvent plus convenir quand on sait désormais le degré de violence que l'on peut vivre, soit dans l'espace classe, soit dans les cours, soit bien sûr dans le cadre de la société extérieure. Hein. Il va falloir quand même que le monde enseignant se mobilise idéologiquement et philosophiquement. Et alors, si vous le permettez, donc, je peux lire aussi un passage d'un député, d'un message d'un député de la LFI, Michel Larive, qui est de l'Ariège, qui a répondu favorablement à cette présentation. Et je me permets de dire tout de suite que ça n'a pas un caractère politicien de ma part. Hein. Ça n'est pas du tout pour promouvoir une organisation plutôt qu'un autre, un candidat plutôt qu'un autre. Et la meilleure solution, ce serait, à la suite de cette soirée, de faire appel à toutes les organisations progressistes, bien sûr, hein, républicaines, et leur demander, pourquoi pas, d'envoyer un message et qui pourrait être publié au même titre que celui de la LFI et donc du secteur école, enseignement, recherche de la LFI. Et ceci pour ne pas avoir, bien sûr, de parti pris pour un parti plutôt qu'un autre, hein, et un candidat plutôt qu'un autre pour la présidentielle. Alors, donc, dans ce cadre, si vraiment on est d'accord sur le principe et qui permettrait de mettre à égalité de chance, si je puis dire, hein, les candidats et les partis, je peux lire le passage donc, du secteur spécialisé de la France Insoumise à ce niveau, donc qui salue notre rencontre. Et j'en arrive tout de suite au programme. Alors, l'Union populaire et les équipes qui travaillent plus particulièrement sur des propositions programmatiques en lien avec la jeunesse, les écoles, l'enseignement supérieur et la recherche, souhaitent saluer la publication et les débats menés autour de cet ouvrage. Nous rejoignons l'essentiel du diagnostic qui est fait dans ces différents chapitres, de la situation actuelle du système scolaire et universitaire français, abîmé par tant d'années d'austérité, de gestion néolibérale, de New Public Management et de marchandisation ou mise en concurrence des établissements, mais aussi des individus, chercheurs, étudiants, entre eux. Ces éléments de constat peuvent être trouvés sous forme synthétique dans nos livrets thématiques dédiés qui complètent le programme général L'avenir en commun. Les livrets éducation, reconstruire une école de l'égalité et de l'émancipation et enseignement supérieur et recherche, étudier, chercher, enseigner dans de bonnes conditions. S'il n'est pas possible de résumer en quelques lignes l'ensemble des mesures que nous proposons, nous pouvons dire que l'école et l'université sont les piliers d'une 6e République que nous voulons elle-même plus démocratique. Elles doivent porter un projet émancipateur, à la fois individuel et collectif, et former des citoyens et citoyennes libres. Notre projet pour une école commune est en effet inséparable du projet de société que nous portons et souhaitons partager. Alors que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et que la société est traversée par de multiples tensions, l'école doit s'affirmer comme un espace de coopération et d'échange plutôt que de concurrence et de compétition. À l'heure du défi climatique, l'heure doit aussi jouer un rôle décisif dans la préparation de la bifurcation écologique. La mise en place de la gratuité réelle de l'école, cantine, transport, sorties, activités périscolaires, manuels et fournitures, et de l'université, fin des frais d'inscription,
de la CVEC, je ne sais pas ce que c'est, est un premier pas vers l'application du droit à l'éducation, principe constitutionnel. Ce droit et cette égalité d'accès doivent aussi se concrétiser par la fin du système de sélection Parcoursup, comme par le retour au droit à la poursuite d'études en master. Le renforcement ou le retour du cadrage national du diplôme est une autre pierre angulaire de la reconstruction de ce service public national. Dans l'enseignement supérieur, les processus de différenciation et de mise en concurrence entre établissements sont allés si loin qu'il s'agira ni plus ni moins que de refonder le système lui-même en commençant par abroger toute la série des lois adoptées depuis 2007, de la loi LRU jusqu'à la LPR. Dans le même esprit toujours, nous aurons à cœur d'encourager et de rendre possible la démocratie scolaire, de l'expression et participation des élèves, parents d'élèves, enseignants et personnels dans chaque école, jusqu'à des modalités démocratiques nouvelles d'évaluation et d'élaboration des programmes nationaux. Il s'agira aussi de refonder et renforcer la démocratie universitaire en réaffirmant les principes de coopération et de collégialité, mandat unique pour les présidents élus par les seuls membres élus du CA et du conseil académique en leur sein, meilleure représentation des étudiants et personnels, lutte contre toutes les formes de discrimination, dont les inégalités femmes-hommes, retour des CHSCT, etc. Au cours de la mise en œuvre concertée que nous espérons de ces mesures et d'autres non citées ici qui figurent dans le programme, et pour aller plus loin, nous serons à l'écoute de l'ensemble des organisations impliquées dans l'éducation et syndicats de transformation sociale, comme des forces de proposition qui s'expriment dans cette publication notamment, car la vie démocratique et les processus de décision collective ne s'arrêtent pas aux élections. Voilà, et donc c'est signé Karine Fischer, co-animatrice du livret Enseignement supérieur et recherche de l'Union populaire. Voilà. Alors, donc, comme dit précédemment, un appel sera fait aux autres organisations pour qu'elles veuillent bien envoyer leur message et un dossier de publication donc, pourrait être fait après. Et donc, pour terminer là-dessus, si vous êtes intéressé pour avoir le suivi de cette soirée, vous pouvez indiquer vos coordonnées mail et on vous enverrait les documents. Bien volontiers. Oui, moi, je ferai un commentaire qui illustre, à mon avis, très bien le système libéral dans lequel on est logé au niveau de l'éducation. Dans les 2 dernières années, il y avait des filières d'options au niveau des années du lycée, des 3 années du lycée. On est arrivé à carrément avoir des filières où il n'y a plus d'enseignement des mathématiques. Alors c'est assez curieux. Ça répond à un problème, puisque de toute façon, on ne trouve plus d'enseignement de mathématiques qui ne se font pas recruter parce que, vu le niveau des salaires et tout, ils ont du mal, l'éducation nationale a du mal à recruter des enseignants de mathématiques. Donc c'est très simple. Loi de l'offre et de la demande, on n'a plus d'enseignement de mathématiques, on suffit l'enseignement des mathématiques. Alors je crois qu'ils sont un peu revenus cette année, que l'enseignement est quand même un minimum qui est revenu dans les programmes, mais il n'empêche que c'est quand même très révélateur. On est dans une logique complètement absurde, libérale et destructrice. Oui, sur cette question des postes-là, juste quelques chiffres aussi, hein, puisque ça témoigne de la déconsidération de l'école jusqu'au sommet de l'État. C'est le nombre de postes au concours des professeurs des écoles. Il y avait 11 722 postes au concours de 2017, 10 000 en 2020, et pour 2021, il n'y a que 8 800 postes qui sont en lice. En 2021. Je n'ai pas les chiffres pour 2022, mais voilà, un secteur donc, qui voit son nombre de postes au concours diminuer, c'est un secteur qui est en crise, qui est déconsidéré, qui n'encourage pas les étudiants à aller dans cette voie, d'autant plus que, comme on l'a rappelé, la rémunération ne suit pas. Et même dans certaines zones comme la région parisienne, il y a le nombre d'admissibles. En 2021, le nombre d'admissibles a été inférieur au nombre proposé. Et donc, le métier n'attire plus et tout est fait pour qu'il ne soit plus attirant. Bon, on termine, si vous voulez. Oui. On va peut-être conclure, parce que je crois qu'il serait un peu tard. Oui. Écoutez, d'abord, merci Alain d'avoir
tenu ce débat. On a toujours quelques petits problèmes techniques avec la prise de son en particulier, quand on essaye justement de combiner du présentiel et du distanciel. Bon, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient en distanciel, d'autres ici. Et merci encore une fois. On va continuer, je veux dire. Absolument. Tout à fait. Merci à vous aussi. Vraiment. Merci. Vraiment. Merci. Bonsoir à tous. Merci à vous.